en réponse à votre invitation. Voilà, la conférence était faite sous les auspices de Madame la ministre, vice-présidente du gouvernement wallon, Christine Montréal, ministre de l'Emploi, de la Santé, de l'Action sociale, de l'économie sociale, de l'égalité des chances et des droits des femmes. Nous avons reçu ces excuses parce qu'elle est fort occupée, comme vous savez, mais nous la remercions pour le projet que elle nous a félicité pour faire cette réunion. Dans le cadre de la politique de lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Nous saluons aussi aujourd'hui la présence dans la salle, d'abord, de Madame l'attachée du cabinet de bourgmestre de Liège, M. Willy de Meyer, ici présente, Madame Frédéric Allan, que nous passerons la parole tout de suite. La présence d'autres partenaires, à part le CRIPEL, donc le Centre régional pour les personnes immigrées de Liège. La présence aussi de Madame Sylvia Gosprat de l'IRFAM, Institut de recherche, formation et action sur l'immigration à Liège, et les excuses de M. C. Monaco, président du CEPIS, Comité permanent des immigrés de Serein. Et voilà, donc, nous allons donner la parole à Madame Allan pour quelques mots, et puis alors nous allons vous présenter les orateurs du jour. S'il vous plaît, Madame. Jean-Paul Willy de Meyer, bourgmestre de Liège, je voudrais vous redire combien elle était déçue de ne pas être présent personnellement. C'était son souhait à la fin de la semaine dernière. Mais donc voilà, comme vous le savez, comme Madame la ministre également, Christine Montréal, la vie d'un bourgmestre ou d'un ministre, c'est parfois intense et ardent, comme notre cité. Hein. Voilà. Mais je pense qu'il aurait voulu vous redire combien son engagement est très fort sur ces questions de lutte contre le racisme. Liège a une tradition d'une terre d'accueil depuis de si nombreuses décennies. Voilà, je pense qu'il y a plus de 130 nationalités représentées à Liège, un peu plus que ça, je pense. Et le bourgmestre a toujours tenu à défendre la diversité culturelle. Nous avons signé la charte de lutte contre le racisme. On est engagé dans plusieurs réseaux européens sur ces questions-là, et internationaux. Donc voilà, je suis désolée, je crois que j'aurais préféré vous expliquer ça lui-même de vive voix. Mais donc vous m'avez à sa place et je suis honorée de votre invitation. Donc voilà, je ne m'éternise pas beaucoup plus, on a pris un tout petit peu de retard et je vous rends le micro. Oui. Mon collègue a tout ça. Merci, Madame. Ce n'est pas nouveau, hein. Merci. Alors, notre conférence débat de la Foundation, représentée ici par M. Étienne Morinda Babicha, administrateur coordinateur, et d'autre part par l'ASBL Research, Réseau international recherche et génocide, représenté ici par son président, M. Deokrasias Mazina, professeur et chercheur à l'ULB. Le thème du jour s'intitule « Du racisme au génocide, une montagne à faire bouger ». Le programme de cet après-midi se déroule comme suit. Mon introduction de M. Mazina, donc président de Research. La parole sera donnée à Mme Nisha Mbili, qui représente la directrice du MRAX. Les étapes du génocide, la nature du racisme inducteur et générateur de génocide sera présentée par M. Jean Mutingeri, secrétaire général de Research. Nous allons faire une pause café et après nous aurons en visioconférence, je crois, le docteur Vincent de Peigne, droit européen en matière de lutte contre le racisme et contre la xénophobie. Nous aurons aussi une expérience de terrain en M. Denis Mbouya,
qui va parler qui veut déconstruire des préjugés à caractère tribal, ethnique et racial pour promouvoir la diversité culturelle et le vivre ensemble. Nous terminerons la conférence par un débat, questions-réponses. Nos orateurs essaieront de vous répondre à mesure de leurs possibilités. Nous signalons que cette conférence peut être suivie par Zoom et Facebook. Je donne maintenant la parole à M. Mazina, modérateur de la conférence. Ça s'annonce bien. Donc la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination constituent en fait une priorité pour le gouvernement wallon. La déclaration politique régionale de 2019-2024 précise que le gouvernement entend porter une attention accrue à la lutte contre le racisme et les discriminations, notamment fondée sur les origines. Force est de rappeler que la lutte contre la discrimination fait partie de l'accord de coopération du 12 juin 2013, accord qui a été signé entre les autorités régionales, fédérales et communautaires, afin de promouvoir l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et contre la discrimination. Le racisme est une réalité en Belgique. En fait, on le sait et on le pressent. Le racisme est en cause dans tous les secteurs de la société, le secteur de mobilité, le secteur du logement, le secteur des réseaux sociaux, le monde du travail, etc. Et cela nous est rapporté par le Centre pour l'égalité des chances, l'UNIA, dans ses différents rapports annuels. Au niveau européen, dans son 6e rapport sur la Belgique, la Commission européenne contre le racisme et contre l'intolérance a également exprimé la nécessité d'une approche globale et coopérative à différents niveaux. Les Nations Unies aussi n'ont pas été laissées de côté. Ils ont constaté au cours de ces dernières années un discours de haine. Et ils ont constaté que les discours de haine ont été annonciateurs des crimes atroces, y compris des génocides, bien sûr, d'où les recommandations au monde entier d'agir de concert pour les endiguer, qu'il s'agisse des États, de la société civile ou du secteur privé. Nous sommes donc responsables. Et comme cela va nous être expliqué par Vincent Depeigne, notre collègue. Mais comme Madame Dimourat va nous l'expliquer aussi dans un instant, chaque année, le racisme est un premier critère pour lequel il y a des saisies. Et chaque année, il ouvre 10 dossiers de plus que l'année précédente pour des faits de racisme. Plusieurs dizaines de condamnations pour le racisme sont également prononcées par des tribunaux belges. J'espère que Morat va nous dire quelque chose. Et les statistiques. Bon, la présidence de ces chiffres illustre donc le caractère systématique et structurel des discriminations raciales, comme nous l'explique le directeur d'INIA, Patrick Charlier, directeur d'INIA, dans ses différents rapports aussi. Et donc cela justifie des actions et des mesures efficaces pour endiguer ce fléau. Voilà pourquoi le gouvernement de la région wallonne a commandité cette étude, ou ce projet du moins, dans lequel s'inscrit ce colloque. Au départ, il a dit Madame Go, et il était divisé en deux volets. Dans un premier temps, il s'agit de mettre en œuvre un projet de sensibilisation, d'éducation à la diversité et au vivre ensemble. Et dans un deuxième temps, il s'agit de mettre en exergue le processus racial de déshumanisation qui peut aller jusqu'au paroxysme du génocide et ses incalculables conséquences si rien n'est fait. Ceci nous sera présenté par le Dr Miki, je viendrai. Et concernant le premier volet, en fait, de la formation, de la sensibilisation, éducation à la diversité et au vivre ensemble,
Musanda Foundation, représentée par Étienne Moundewa-Vichin, dispense déjà des cours de FLE français, langue étrangère, des cours d'alpha et de formation à la citoyenneté pour des primo-arrivants. Bien qu'il soit bénéfique, la maîtrise de ces cours et de ces formations n'a pas d'impact sur les préjugés de la migration et sur les Belges et les Belges sur les migrants. D'où est venue l'idée de faire rencontrer des Belges et immigrants dans un cadre où ils peuvent communiquer sans tabou entre eux. Et dans cette expérience, la plupart se reconnaissent en tant qu'humains et au-delà de leur communauté. Mais pour le deuxième volet, évidemment, ce qui concerne le deuxième volet, information, formation, sensibilisation sur le lien entre le génocide, le racisme et le génocide, sur ses conséquences qui peuvent aller jusqu'au paroxysme du génocide, l'approche de notre projet relève des scènes causales. Le phénomène du génocide pouvant être perçu en fonction d'autres phénomènes qui, lui, sont logiquement antérieurs, entendez là, par racisme. On va donc essayer de démontrer ou de décrypter le mécanisme d'un processus raciste de déshumanisation susceptible de conduire au paroxysme du génocide. Il y a là une montagne à faire bouger. Parallèlement et plus fondamentalement, nous essayerons de présenter et d'analyser les mesures de prévention pour que plus jamais ça ne reste pas utopique. On sait que c'est toujours discutable. En ce qui concerne spécifiquement les liens entre le racisme et le génocide, il a été démontré dans une thèse de doctorat du docteur Moutili, évidemment, que sur fond de cognition, le schème causal peut s'offrir comme un schème d'intelligibilité d'une situation de génocide et à la suite notamment d'un processus de déshumanisation. Le schème causal qui peut donc se présenter comme un schème d'intelligibilité d'un processus raciste de déshumanisation, un processus précurseur, potentiellement inducteur ou générateur de génocide. Le génocide, comme dirait d'ailleurs notre collègue belge, Jean Le Driel, le génocide sortirait ainsi de son immédiateté et de l'isolement que celle-ci implique. De cela, démonstration sera faite à travers le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Tant place sur le dernier état de la recherche scientifique en matière, le réseau international de recherche et génocide se rend à l'évidence. Comme le génocide anti-juif qui précède le génocide anti-Tutsi et l'aboutissement d'un processus raciste de déshumanisation qui a été porté à son plus haut point d'exacerbation. Dans plus d'un travail de recherche, le lien entre le racisme et le génocide et les dérives du génocide est clairement démontré. Dans cette hypothèse, les 10 étapes du génocide qui nous seront présentées par le Dr Moutili et qui sont nettement perceptibles dans le discours, dans les mesures administratives, dans le texte, dans les opérations militaires, illustrent carrément le caractère organisé systématique du génocide. Dans le contexte actuel, où nous entrons dans l'ère notamment de radicalisation et de nationalisation de tous bords, l'être humain se pose en fait la question sur son avenir, en particulier sur la garantie de la répétition de ce qui est arrivé dans le passé. Le plus jamais ça, programmé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, peut-être devenir une réalité. Donc ce colloque se déroulera en 2 étapes sur des principales villes de Wallonie, et à savoir ici la ville de Liège et mercredi la ville de Mons, mercredi prochain.
Donc ce colloque qui réunit différents experts en la matière, comme nous l'a montré Mme Migo, va essayer de travailler sur 4 points, de définir le racisme, de faire un état des lieux en Belgique avec Mme Desmoulins. Bon, excusez-moi, c'est parce que la directrice s'est fait excuser en fait, et s'est fait remplacer par la juriste de Moulins, Nisha. Et donc, en deuxième lieu, parlera de la nature du racisme inducteur et générateur du génocide avec Dr Michi Mbili, qui est secrétaire général du SIG, on vous l'a expliqué. Et en troisième lieu, nous aurons l'intervention du docteur Vincent Depeigne, qui nous parlera du droit européen en matière de lutte contre le racisme et contre la xénophobie. Et enfin, M. Denis Monga va nous déconstruire les préjugés à caractère tribal, ethnique et racial, la promotion de la diversité des cultures et de vivre ensemble avec une expérience de terrain. Nous espérons que les conclusions qui sortiront pourront contribuer à alimenter le programme de lutte contre le racisme en général et en particulier et pourront contribuer à alimenter le programme de lutte contre l'idéologie génocidaire et de lutte contre le négationnisme. Voilà. Je crois qu'on n'a pas encore lu le programme, mais est-ce que je dois le répéter? Non. Bon, vous le savez déjà. Et donc, je vous remercie et je vais passer la parole à Mme Nisha. Mais peut-être je pourrais vous la présenter. Elle a un CV assez chargé. Je vais essayer de résumer. Principalement, elle est juriste chargée des projets au sein du mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie à Bruxelles, où elle tient des consultations juridiques à l'attention des personnes victimes de racisme et réalise des projets et a suivi des réflexions de l'évolution des réglementations juridiques, etc. Il y a l'animation des cellules juridiques du MOLAX et relève l'analyse des problèmes reculantes, liés aux droits des étrangers, etc. Elle a été aussi juriste en droit étranger, où elle a réalisé beaucoup d'activités. Je préfère que je le dise elle-même. Et puis, elle a été consultante aussi sur le droit pénal international. Bon, son CV est assez rempli, je ne pourrais pas le terminer. L'un ou l'autre point qui est nécessaire, elle le dira elle-même. Le deuxième intervenant, je vous le dirai quand elle sera arrivée. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup du racisme et de la discrimination. Alors, nous, au niveau du BRAC, nous sommes compétents pour les critères d'immigration, parce qu'en Belgique, il faut savoir qu'il y a 19 critères protégés par la législation anti-discrimination et antiraciste. Nous ne sommes compétents que pour les critères d'immigration, donc les critères relevant de la loi Moreau, la loi du 30 juillet 1981. Et donc, quand on dit définir le racisme, c'est quelque chose d'assez utopique de vouloir définir le racisme, déjà parce qu'il n'y a pas un racisme, il y a plusieurs racismes. Voilà, comme il y a plusieurs critères protégés, il y a différentes formes de racisme, donc plusieurs racismes. Et d'ailleurs, nous, les juristes, on est un peu fainéants, on n'a pas défini le racisme. Le législateur ne s'est pas cassé la tête à trouver une définition juridique du racisme. Le racisme, on renvoie toujours à la définition qu'on trouve dans la Larousse ou dans n'importe quel dictionnaire, c'est-à-dire une idéologie fondée sur l'idée qu'il y aurait une race qui serait supérieure à une autre. Au niveau de législation anti-discrimination antiracisme, quand on parle de racisme, on renvoie plutôt à l'idée de discrimination raciale, parce que la discrimination, on peut la définir, on peut
donner une définition juridique. Et d'ailleurs, le racisme, quand on dit souvent le racisme est un délit, c'est faux. Le racisme n'est pas un délit. C'est la manifestation du racisme, l'extériorisation du racisme qui est un délit. Et donc, la discrimination raciale, le racisme, c'est traiter différemment une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son origine, et que ce traitement différencié ne peut pas être justifié. Parce que un traitement différencié peut être justifié. À ce moment-là, on parle plus de discrimination, mais de distinction. D'accord ? Voilà, c'est un peu lourd à comprendre, mais il n'y a pas de définition juridique du racisme, il y a une définition juridique de la discrimination raciale. En tant que juriste d'un service de première ligne, et ça c'est le constat que je peux poser, c'est qu'il ne faut pas se fier aux chiffres quand on parle de phénomènes tels que le racisme et la discrimination. Pourquoi ? Parce que nous ne recueillons pas toutes les plaintes pour racisme ou discrimination, parce que ça demande énormément de courage, de résilience, de pousser la porte d'un service de première ligne qui vient en aide aux personnes qui ont subi une discrimination. Et donc, les chiffres, il faut toujours faire attention aux chiffres, parce que ça ne relève jamais la réalité d'un phénomène. Mais ça nous permet de, entre guillemets, voir les tendances. On va dire ça comme ça. Quels sont les domaines dans lesquels le racisme ou la discrimination est plus présent? Quelles sont les nouvelles manœuvres de faire passer un comportement interdit, un comportement illégal pour un comportement légal? Donc c'est vraiment notre service sera mesurer les tendances, et c'est pour ça qu'on sort un rapport avec des statistiques, juste pour montrer la tendance, mais on souligne bien qu'il faut se méfier des chiffres et que les chiffres ne relèvent jamais la réalité. On se rend bien compte que ce n'est que le sommet de l'iceberg sur qu'on publie dans nos différents rapports d'activité. Le racisme est une question politique. Quand je dis que le racisme est une question politique, ça veut dire que le racisme intéresse tout le monde. Ce n'est pas seulement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est une question qui touche tous les citoyens, qu'on soit racisé ou racialisé ou qu'on ne soit pas racisé, ça concerne tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'un jour ou l'autre, on est tous confrontés à un traitement différencié qu'on trouve injuste et que l'on estime, à tort ou à raison, être de la discrimination. Et donc il faut pouvoir se saisir du concept et le comprendre. Et donc c'est pour ça que nous donnons également des formations sur, c'est quoi, la discrimination au sens juridique du terme. Et ce qu'on a pu remarquer ici, et ça c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est comme si ça revenait à hiérarchiser les différentes formes de discrimination alors que c'est quelque chose qui n'est pas du tout acceptable. C'est quand on parle de racisme, je viendrai à dire que la forme la plus primitive du racisme, ce sont les personnes afrodescendantes ou noires qui la subissent au quotidien. C'est-à-dire cette idéologie qu'il y aurait une race supérieure à une autre. On le voit souvent et on le comprend très vite quand on écoute, quand on entend les histoires des personnes qui viennent à notre service juridique. Pourquoi elles ont été discriminées? Oui, mon patron me donne beaucoup plus de travail, d'ailleurs, me surnomme le gorille Congo, par exemple. Ce sont, voilà, c'est le racisme primitif, la forme la plus primitive du racisme que ces personnes subissent. Oh oui, ils pensent que comme je suis noir, je suis le plus fort, donc je peux porter accomplir n'importe quelle tâche. C'est quelque chose qu'on entend souvent. On a aussi des formes de discrimination où, et ça malheureusement, la Belgique étant ce qu'elle est, c'est-à-dire un État fédéral, c'est-à-dire les répartitions de compétences, quand on parle de la discrimination antiraciste, ça s'applique également. On a une loi fédérale, mais on a aussi des lois au niveau de la région quand il s'agit d'emploi. Là, c'est la région, on doit aller voir. Quand on parle d'enseignement, ce n'est plus la région, mais les communautés qu'il faut aller voir. Qu'est-ce que ces différentes autorités ont prévu en matière de lutte contre les discriminations et le racisme? Et malheureusement, on entend beaucoup ces temps-ci de parler d'intersectionnalité ou de discrimination multiple ou croisée. C'est-à-dire qu'une personne peut subir différentes formes de discrimination ou être discriminée en raison de différents critères protégés. Par exemple, moi, je pourrais être discriminée parce que je suis une femme noire. D'accord? Je suis discriminée sur base de 2 critères. Comme une autre personne pourrait être discriminée parce qu'elle est une femme noire lesbienne, par exemple.
voilà, différents critères protégés par la législation protégée pourraient faire qu'une personne subirait de la discrimination. Au niveau de la législation fédérale ici, de la législation fédérale en Belgique, malheureusement, la discrimination multiple n'est pas possible parce que la loi parle sur base d'un critère protégé, donc la personne doit presque choisir le critère qui aurait, selon lui, poussé l'autre à le traiter différemment, alors que dans les législations régionales ou communautaires, c'est un peu plus clair, les discriminations multiples sont permises. Alors nous, quand on donne une formation sur le racisme, sans passer par le cadre juridique, on présente souvent une pyramide, la pyramide du racisme. Et on voit que le premier échelon de la pyramide, ce sont les préjugés et les stéréotypes. Après, deuxième étape, c'est la discrimination. Et dans la discrimination, on retrouve tout ce qui est discrimination directe, discrimination indirecte, mais aussi l'injonction à discriminer, c'est-à-dire donner l'ordre à quelqu'un de traiter différentes personnes en raison d'un critère protégé. Et troisième échelon, l'échelon le plus grave, c'est le crime de génocide. Et c'est vraiment ça, c'est comme ça qu'on arrive, quand on parle du racisme au génocide, c'est vraiment tout ce travail-là qui est fait, c'est-à-dire, premièrement, les préjugés et les stéréotypes qu'on peut avoir par rapport à une personne. Deuxième étape, en raison de ces préjugés et ces stéréotypes, je vais avoir un comportement discriminatoire, c'est-à-dire que je vais traiter différemment cette personne en raison d'un critère. Et troisième étape, malheureusement, la plus abjecte, c'est le crime de génocide, crime contre l'humanité. Et donc, nous essayons de montrer cette pyramide du racisme pour montrer qu'il faut travailler à la base, c'est-à-dire les préjugés et les stéréotypes, parce qu'on en a tous. Même moi, même si je travaille dans un service juridique de lutte contre le racisme et la discrimination, j'ai des préjugés et des stéréotypes. Je suis humaine, comme tout le monde. Donc voilà, le premier travail à faire, c'est vraiment ça, travailler sur les préjugés et les stéréotypes, pour justement empêcher d'arriver à la seconde étape et éviter le dernier échelon. Je répète, le racisme est une question politique, et quand on dit question politique, c'est-à-dire que même les professionnels peuvent s'intéresser à cette question de la lutte contre la discrimination et le racisme. C'est vrai, on a des affaires qui arrivent devant les cours et tribunaux, mais voilà, dans les cours et tribunaux, ce sont des hommes et des femmes qui ont également leur interprétation, leur approche du racisme ou de la discrimination. Même si on est censé être objectif, on est censé être neutre, voilà. On a chacune son interprétation du phénomène, des phénomènes racistes. Donc une situation que nous pourrions trouver comme discriminatoire pourrait au final se révéler comme ne pas être une discrimination une fois qu'on arrive devant la justice. C'est pour ça qu'au niveau de notre service juridique, la voie judiciaire est vraiment la dernière voie, c'est la dernière alternative. Nous préférons vraiment discuter déjà avec la personne, l'auteur des faits. Parce que on se rend bien compte qu'il faut avoir une pédagogie, arriver à discuter avec cette personne, comprendre, parce que c'est vraiment ça, comprendre pourquoi une personne a tenu de tels propos, pourquoi cette personne a eu un tel comportement, pour arriver peut-être à déconstruire les préjugés, les stéréotypes que cette personne aurait pu avoir. Et c'est facile pour un être humain de gérer, on va dire, une discrimination qui vient de quelqu'un qui est au même niveau que nous. Mais quand cette discrimination, quand cette injustice vient d'en haut, parce que la parole d'un juge, c'est la parole de la société, c'est plus difficile à encaisser, de se dire « Ah, moi, j'ai subi la discrimination, c'est la discrimination, mais j'arrive devant le tribunal et le tribunal me dit « Mais non, ce n'est pas de la discrimination. » Il pouvait se comporter comme ça. C'est plus dur pour une personne de pouvoir supporter un tel jugement. Et donc, nous évitons vraiment la voie judiciaire, c'est vraiment quand on veut arriver à un changement de jurisprudence, que l'on conseille à la personne d'aller devant les cours et tribunaux, sinon on essaie vraiment de discuter, de parlementer, parce que quand on a du racisme et de la discrimination, on est dans une situation où, à un moment donné, on n'est plus égaux. La personne racisée ou racialisée, discriminée, à un moment, on lui a ôté cette capacité de se considérer comme étant temps légal. Et donc la discussion permet justement à cette personne de retrouver sa voix, de discuter, de dire à l'autre, tu t'es comporté comme ça, voilà ce que ça m'a fait, pardon, voilà les conséquences de ce que tu as fait. Et donc c'est plus intéressant pour nous de travailler à ce niveau-là que d'aller devant les cours et tribunaux.
La situation aujourd'hui en Belgique est assez délicate parce que depuis qu'on a dit que le racisme était un délit, à part de ne pas comprendre c'est quoi un délit, les gens sont beaucoup plus intelligents quand ils discriminent. Ils vont trouver comment faire passer quelque chose de discriminatoire un peu plus légal. Donc on ne va pas dire si je ne t'engage pas, c'est parce que tu portes le foulard. On va trouver d'autres raisons pour ne pas engager une personne. C'est déjà loué par exemple. Alors que l'annonce est toujours sur le site internet, puis on demande à un ami qui ne présente pas le critère qui a poussé l'autre à me discriminer de téléphoner. Et à ce moment-là, on se rend compte, si on n'a pas donné cet appartement, c'est parce que... Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant quand on travaille dans un service de première ligne et qu'on accueille toutes ces personnes, on se rend compte que, on dit souvent, on parle beaucoup de victimisation. Bon, ça, c'est un mot qui m'horripile. Quand on parle de racisme et de discrimination, on parle de victimisation. Alors que je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui parlent de situation de discrimination ou de racisme, alors qu'elles ne sont pas face à la discrimination ou du racisme, ont vécu dans le passé du racisme ou de la discrimination, mais qu'elles n'ont pas trouvé d'aide à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elles ont été discriminées au logement, elles ont été discriminées dans l'emploi, mais elles ne savaient pas quelle porte pousser pour trouver de l'aide, pour trouver une information pouvant les aider. Et donc le plus souvent, elles lisent tout avec des lunettes, c'est de la discrimination, de l'injustice. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà passées par là et parce qu'elles n'ont pas trouvé réponse à leurs problèmes à ce moment-là, elles intériorisent. Et ça, c'est un phénomène particulier avec les jeunes issus d'immigration ou perçus comme issus d'immigration qui intériorisent un racisme vécu, mais aussi le racisme qu'ils ont pu percevoir au sein de leur famille, des personnes qui étaient discriminées. Par exemple, quand on parle de violence policière ou de contrôle aux faciès, souvent les jeunes, même s'ils n'ont jamais eu affaire à la police, ils ont tellement entendu l'histoire dans leur famille de personnes et ont subi des contrôles aux faciès, des personnes et ont subi la violence policière, elles se méfient de la police, elles ont un rejet de la police alors qu'elles n'ont jamais eu elles-mêmes affaire à un contrôle aux faciès ou à des violences policières parce qu'elles ont intériorisé. C'est la même chose avec le racisme et la discrimination, on l'intériorise. On intériorise de telle sorte que parfois, on donne souvent cet exemple-là, un jeune qui veut postuler, il y a un poste qui s'ouvre au cabinet du roi. Et il ne va pas aller postuler parce qu'il dit je suis un jeune noir, je ne vais pas aller postuler, ils ne vont jamais m'engager là. Par expérience, peut-être parce qu'il a pu entendre que peut-être qu'il aurait une chance d'être engagé là-bas, il ne va pas postuler parce que l'expérience a montré que ça ne sert à rien d'aller postuler au cabinet du roi ou d'aller postuler dans une grande boîte parce qu'ils vont discriminer. Alors que ce sont des obstacles que ces jeunes se mettent eux-mêmes dans une possible ascension. Et donc c'est un travail aussi que non seulement, et encore là on voit pourquoi le racisme est une question politique, parce que nous-mêmes les premiers concernés, les personnes qui subissent du racisme et de la discrimination, on a un travail à faire sur nous-mêmes, sur comment sortir justement des obstacles qu'on peut rencontrer. Et je terminerai peut-être en faisant un lien avec la question migratoire, puisque je parlais des jeunes issus d'immigration. On a eu beaucoup d'informations sur les migrants, sur les vagues de migrants arrivant en Belgique. Et la rhétorique utilisée dans la presse, justement, était une rhétorique de déshumanisation de ces personnes. On n'est pas arrivé à une déshumanisation totale, mais pour certains qui ont vécu le génocide, qui ont vécu des crimes atroces, la rhétorique utilisée était une rhétorique qui leur rappelait un peu les prémices de ce qu'ils avaient vécu dans leur passé. Quand on parle d'invasion, ce sont des cafards qui envahissent. Et donc pour eux, c'était vraiment quelque chose de très dur à vivre en voyant ces jeunes hommes, jeunes femmes qui arrivaient et avoir cette rhétorique de déshumanisation. C'est un début pour faire accepter certains discours de haine qui étaient un peu dissimulés un peu partout par rapport aux migrants, par rapport à ceux qui arrivaient, ou tout simplement les migrants de première, deuxième, troisième génération qui sont déjà ici dans le pays, et ce discours de haine était un peu un discours pour opposer les nouveaux des anciens. Donc on arrivait à des situations assez rocambolesques. Donc je pense vraiment, et ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, du racisme au génocide, oui,
Il y a clairement ce lien qui doit être fait par rapport aux préjugés et aux stéréotypes et au discours qu'on entend au quotidien. Un discours un peu, on peut dire, c'est pas vraiment du racisme, mais quand on voit où un racisme latent, banalisé mène, on ne peut que faire attention aux discours qui sont tenus par nos hommes et nos femmes politiques ici en Belgique. Merci beaucoup, Kisha. On a entendu beaucoup de choses là-dedans. Quand le moment viendra, on va vous poser pas mal de questions, j'espère. Peut-être pas. Vous avez tout compris? Moi, j'avais quand même des questionnements, mais je ne vais pas les poser toutes. Voilà. Je pense qu'on vous a dit qu'on excuse M. Corentin, qui est le directeur du Mons, il y a une vision de Mons, et il n'a pas été disponible. Mais ceux qui viendront à Mons, vous aurez à le rencontrer. Donc, du coup, on va passer la parole au docteur Kimbili, qui est docteur en philosophie et lettres, qui a fait une thèse de doctorat portant sur le génocide qui a été perpétré contre le Tutsi du Rwanda, au départ d'une hypothèse à potentialité, une hypothèse potentielle à valeur universelle, impliquant notamment le génocide anti-juif. Il est certifié en gestion d'organismes culturels. Il est par ailleurs détenteur du master européen en médiation, et son mémoire de master a porté sur la médiation en contexte de post-conflit. On le comprend bien qu'il y a génocide dedans. Le dit travail a été précédé par un mémoire de licence sur l'aventure ambiguë de la colonisation en Afrique. Et en passant, il a été professeur de français. Le docteur Kimbili a, chemin faisant, été inspecteur pédagogique de cette discipline au niveau national. Entendez ça au Burundi. UNESCO, Organisation internationale de la francophonie, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, centre de formation du cardinal Calden. Il est auteur de plusieurs articles scientifiques relevant des domaines de ces domaines de savoir. Et le docteur Kimbili est actuellement secrétaire général du RESEG, Réseau international de recherche et génocide. Il a toute une série de publications qu'il a faites, mais en passant, je peux citer la remise en cause et la reprise en main de notre histoire, entendez là par l'histoire rwandaise, et publiée dans le cahier du centre de Saint-Dominique en 1995. Il a publié dans International Preservation News du regard sur les priorités du monde. Et il a publié cette étape du génocide des Tutsis au Rwanda qui est paru dans International Criminal Justice. Il a fait des publications dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la xénophobie. Il a publié un article scientifique dans l'ouvrage collectif d'une vingtaine de chercheurs, surtout, sur la question de faire face au génocide, au négationnisme et du génocide des Tutsis au Rwanda, paru à Paris, édition Izuba en 2013. Dont les titres, il y avait entre autres génocide rwandais, point d'interrogation. Est-ce qu'on peut dire génocide rwandais ou génocide des Tutsis? Présupposé et visé d'une formation informelle de requalification, et puis il y a pour la construction du négationnisme, du génocide anti-Tutsi, argument et contre-argument. J'espère qu'aujourd'hui on aura droit à ça. Et puis des notes de lecture sur l'idéologie hamitique. Que c'est-il, pareil dans la rwandaise, édition Izuba en 2015 aussi.
La conviction et le génocide, réparer au passé pour préparer l'avenir, paru en 2016 dans tout sens, le but trimestriel d'ICEFOC, Centre de formation cardinale cardien. Et puis, il y a Paris dans ce semaine, débat et combat pour le champ de bataille de qualification des génocides, paru dans l'Irlandaise. Beaucoup d'autres articles, dont le Rwanda, trilogie d'hégémonie des génocides, dans la médiation à l'immédiation du gel premier, article paru dans Œil de l'humanité, et ensuite dans Œil de l'humanité également, pour commémorer à l'échelle mondiale, article paru dans Œil de l'humanité évidemment, et d'autres articles divers sur le génocide. Jean Moukimbili, la parole est à vous.